16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern. Aujourd'hui, dans Historiquement Vôtre, avec Jean-Luc Lemoyne, David Castel-Lopez et Olivier Pouls, sont réunis des personnages que le peintre Claude Monet a inspirés. Après John Mitchell et Octave Mirbeau, vous nous racontez, Jean-Luc, Hayao Miyazaki, plus connu pour ses films d'animation et son trait de crayon. Avant toute chose, je dois vous avouer que j'étais traumatisé par les films d'animation, Stéphane. En tant qu'enfant, je me suis toujours pas remis de la mort de la mère de Bambi. Et en tant que parent, j'ai encore des convulsions en me rappelant l'arrivée du DVD de La Reine des Neiges dans mon foyer. Valet Rétro, créature du diable. En plus, vous êtes moqué de Chantal Goya, alors franchement... Mais jamais. Mais j'ai beaucoup d'affection pour Chantal Goya, vous le savez. Enfin, la nouvelle génération, elle a ça, La Reine des Neiges. Je trouvais que c'est mieux que... non, c'est moins bien. C'est moins bien ça rentre bien dans la tête. que Marie-Rose. Que Bécassine. Ouais. Mais aujourd'hui, je vais vous faire découvrir celui qui se cache derrière une véritable usine à rêves, qui a œuvré pour l'émerveillement et l'imaginaire en nous plongeant dans des mondes magiques peuplés de couleurs, de monstres, d'animaux qui parlent. Et non, je ne parle pas de l'inventeur du LSD, Stéphane, mais bien du génial Hayao Miyazaki et de son formidable studio Ghibli. Plus de 9000 km séparent Giverny de Tokyo, et pourtant, Miyazaki n'a jamais caché l'influence de la peinture européenne du 19e siècle dans son travail, invoquant Monet ou Turner comme source d'inspiration. Non les gars, non, c'est pas Tina, c'est William Turner, le peintre. Monet, qui admirait les estampes japonaises, a donc influencé celui qui incarne aujourd'hui l'animation japonaise. Et on peut imaginer que ces deux génies du mouvement en auraient eu des choses à se raconter. Ils seraient certainement devenus copains comme cochons, à l'image de leur caractère de vieux grincheux solitaires. Ce que je préfère dans le cochon, moi, c'est la palette. Bon, on parlera de ça après, hein. Une rencontre hélas impossible. Miyazaki voit le jour à Tokyo en 1941, 15 ans après la disparition de Claude Monet. D'une santé fragile, les médecins prédisent à Miyazaki une espérance de vie n'excédant pas les 20 ans. Sauf que, spoiler alerte, il y a eu une erreur de diagnostic. Pour le plus grand bonheur des cinéphiles, le petit Hayao se la joue I Will Survive et a soufflé 81 bougies en 2022. Ah oui, quand même. Ah ouais. Mal à l'aise avec cette impression constante d'être celui qui ne figurait pas sur la liste des invités, Miyazaki se trouve une raison de vivre, amuser et divertir les autres. Il se plonge alors dans le dessin et participe au développement de nombreux mangas et animés pour la télévision, dont notamment l'héroïne badass de votre enfance, Stéphane. Vous l'avez Heidi. Vous aimiez? Ouais, j'adorais ça. Alors, je parle pas de la série télé, je parle du dessin animé. Ah non, moi j'aimais la série. Heidi, cette petite fille des montagnes dont vous regardez les aventures en cachette. Pourquoi en cachette? Parce que vos parents vous l'interdisaient en disant les mangas c'est violent. C'est vrai que dans certains mangas, ça bastonne sévère. Au point que certains voient dans l'émergence des mangas une menace pour la jeunesse. Et celle qui en parle le mieux quelques années plus tard, c'est Ségolène Royal. Et on constate aujourd'hui que les séries sont parfois beaucoup plus violentes que les films. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, qui sont terribles. Ségolène, encore aujourd'hui, toujours première sur le discernement. À 38 ans, en 1979, Miyazaki réalise son premier long métrage, Le Château de Cagliostro. Si le film est aujourd'hui salué par la critique, à l'époque, il passe un peu à côté de son public. Résultat, Miyazaki voit toutes ses propositions de films refusées par les producteurs. Le début d'une petite traversée du désert. Le téléphone sonne de moins en moins, et quand on lui répond, c'est juste pour lui dire « ça marchera jamais tes trucs ». Les jeunes aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est de la science-fiction. Des vrais génies, qui aujourd'hui doivent être en train de déguster leurs testicules à la sauce soja. Parce que parmi les projets proposés, on retrouve la quasi-totalité des films qui occuperont plus tard les premières places du box-office japonais. Quelques années auparavant, Miyazaki avait fait la rencontre de Isao Takahata, un autre maître de l'animation au Japon. Isao Takahata, pour vous situer, c'est le réalisateur sadique d'un chef-d'œuvre de l'animation japonaise, Le Tombeau des Lucioles. Quelqu'un l'a vu ? Quand je dis sadique, parce que même si ce film est merveilleux de beauté et de sensibilité, moi il m'a provoqué 3 semaines d'ITT pour rester chez moi à chialer comme une madeleine au fond de mon lit. Ah bon? Ah ouais, je vous le conseille. Ensemble, ils fondent en 85 le studio Ghibli, un studio artisanal qui réussit l'exploit en moins de 10 ans de faire de l'ombre aux géants Disney. Dans cet écrin, Miyazaki peut enfin travailler à sa façon, car il a une méthode bien particulière pour construire ses films. Il se base d'abord sur des croquis et des peintures avant de développer au fur et à mesure son scénario. Créer, dit Miyazaki, c'est comme lancer un fil de pêche dans son cerveau. Moi j'ai essayé, j'ai lancé le fil, il n'a jamais trouvé le cerveau. Et à quelqu'un? Voilà, ça c'est mon cerveau. À l'heure du tout digital, Miyazaki continue de travailler en utilisant des dessins faits à la main, avec un perfectionnisme poussé à l'extrême.
Dans son dernier film, ses équipes travaillent 1 an et 3 mois pour réaliser un plan de 4 secondes. 1 an et 3 mois de préparation pour 4 secondes de bonheur. Ça me rappelle moi l'adolescence quand j'ai rencontré... Excusez-moi, ça c'est mon alarme anti-anecdote gênante qui me signale que c'est peut-être pas une bonne idée d'aller au bout de cette histoire. Oh non, j'aimerais tellement que vous y alliez. C'est vrai ? Mais oui. Ah, si vous voulez, je vous parle après l'émission, je peux vous faire pleurer. Bref, Miyazaki enchaîne les succès. Chaque film est un événement au Japon, créant des files d'attente interminables lors de leur sortie. Puis vint le succès international. Il reçoit 2 Oscars, 1 César, 3 Lions d'Or et se retrouve acclamé par les mêmes qui qualifiaient quelques années auparavant les mangas de japonaiserie. Dans son dernier film, Le vent se lève, son travail sur les brumes, les reflets, la lumière laisse l'impression d'être devant une toile de Monet qui s'anime sous nos yeux. Les clins d'œil à la palette du peintre se multiplient. Un film s'ouvrant sur un paysage embrumé, sans horizon, des fleurs de tournesol géantes prenant le pas sur un héros relégué au second plan, les reflets changeant à la surface de l'eau sous l'effet d'une bourrasque de vent, les volutes de fumée d'un train ou une cigarette modifiant la perception d'une pièce ou d'un paysage. Il pousse l'hommage jusqu'à faire apparaître une héroïne portant une ombrelle sur l'affiche du film, qui devient un véritable hommage au génie impressionniste. Bon, je vais en rester là sur les références à l'histoire de l'art, parce que d'une, je suis une quiche dans ce domaine, et surtout car on me crie dans le casque, on n'est pas sur France Culture, bordel. Pardon, je me suis égaré. En 2013, Hayao Miyazaki re-annonce sa décision de raccrocher la planche à dessin pour prendre sa retraite. Oui, parce que ça fait 5 fois qu'il nous fait le coup du dernier film. Mais bon, pour être honnête, nous, on serait pas contre une 6e. Ah, c'est beau et belle musique en plus. Merci beaucoup, Jean-Luc. Historiquement vôtre.